Nous sommes à Aného, une ville du sud Togo. Située à environ 50 km de Lomé, elle est frontalière entre le Bénin et le Togo. Ici, malgré les influences des religions occidentales, les populations s'attachent à leurs traditions. Chaque année, avant de rentrer dans le nouvel an, le peuple guin célèbre ses ancêtres par des rituels. C'est l'ablution de la divinité Togo-Lankan. Sans mentir, je peux dire que cette cérémonie est très nécessaire pour les gens d'Aného. Comme nous autres, nous sommes là aujourd'hui, nous continuons la cérémonie traditionnelle. Nos enfants aussi vont continuer comme nous le faisons. Situtu est l'un des rituels traditionnels entrant dans le cadre des préparatifs de la célébration de la plus grande cérémonie traditionnelle du peuple guin, communément appelée Ekpe-Ekpe. Elle se déroule chaque année dans cette ville du Togo. Il y a maintenant l'ablution, une grande ablution. Et avant, autant de nos ancêtres, cette ablution, c'était seule cette ablution qui était très considérée. C'est cette ablution, c'est tout qui fait la purification du peuple guin, la réconciliation du peuple guin dans son fond et dans sa forme. Ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Après cette cérémonie du 18 août dernier, celle du 10 septembre prochain, qui va consacrer les rituels de la prise de la pierre sacrée, revêt une étape importante. Rappelons que les rituels de cette 353e édition de Ekpe-Ekpe ont démarré depuis le 15 juin dernier pour prendre fin le 17 décembre prochain par les rituels de bénédiction de la mer appelés Vodou Drapeau. Le Cameroun est plongé actuellement dans une vaste saison de pluie qui ne s'achèvera qu'au mois d'octobre. Il est alors très difficile pour les citoyens vivant dans la ville de Douala de se rendre dans leurs différents lieux de travail à cause justement de ces pluies interminables qui bloquent les gens soit à la maison ou alors en chemin. On assiste d'ailleurs très souvent à des inondations très violentes et parfois meurtrières dans certains quartiers de la ville de Douala qui comptent parmi les métropoles les plus touchées par cette saison de fortes pluies. Pour faire face à cette saison de pluie, les conducteurs de taxis moto appelés communément bensikine ont adopté une astuce pour protéger leurs clients. Ils accrochent un grand parapluie sur la moto de telle sorte que les passagers soient protégés de la pluie. C'est une technique qui fonctionne très bien et très appréciée des usagers. Moto avec parapluie parce que ça me couvre pour le soleil et pour la pluie. On aime les motos avec parapluie parce que ça nous couvre de la pluie. La technique du parapluie a été adoptée par la majorité des conducteurs de la capitale économique du pays. Cependant, une difficulté subsiste, celle du prix d'achat de cet outil de travail. De 12 à 16 000 francs CFA, le parapluie est encore au-dessus des moyens de la plupart des chauffeurs de moto qui se battent au quotidien pour subvenir aux besoins de l'heure. Le parapluie coûte cher, c'est pour cela que je ne vais pas payer ça. Ça coûte 12 000. Le parapluie, franchement, est trop cher pour nous. On nous vend le parapluie à 15 000 francs. Il pleut abondamment dans plusieurs régions du Cameroun, une situation d'extrême richesse pour ces travailleurs hors pair. Maximum travailler 5 000. En attendant la fin de la belle saison financière pour les taxis-motos, le calvaire des pauvres clients va continuer. Le malheur des uns faisant ainsi le bonheur des autres. Sai Kung, l'endroit idéal à Hong Kong pour un plat de fruits de mer. Pourtant, 90% de ces poissons et crustacés sont importés. Pire, certaines des espèces consommées sont en danger, mais pas question de changer le menu. La plupart des clients de Chine continentale sont au courant pour le mérou, les homards australiens ou le panope du Pacifique. Et ils viennent au restaurant pour ça, sur tout ce qui est rouge, parce qu'ils pensent que ça porte chance. Plus de la moitié de ce qui est servi ici n'est pas produit en respectant la préservation des ressources naturelles. Mais peu de clients savent vraiment ce qu'ils ont dans leur assiette. On pensait qu'on allait manger des produits du coin, donc c'est un peu décevant. En gros, vous choisissez quelle sorte de fruits de mer vous voulez et comment le cuire, et on vous le sert. Pour faire prendre conscience du problème, l'ONG WWF publie un guide des restaurants de fruits de mer qui préserve l'écosystème. Un cahier des charges difficile à respecter pour les restaurateurs, mais pas impossible.
Les restaurants devraient faire le premier pas et proposer un menu aux clients avec des produits de la mer qui sont durables. Cet éleveur de mérou tente d'accorder ses exigences environnementales avec celles de la clientèle locale. Je pense que les consommateurs de Hong Kong ne s'intéressent pas au développement durable, mais ils sont vraiment inquiets pour leur sécurité alimentaire. Hong Kong est le deuxième plus gros consommateur de produits de la mer par habitant d'Asie. Pour la ville, accommoder cet amour dévorant avec le respect des ressources est un défi de taille, tout comme son appétit. Après-midi plongé pour ces bénévoles en Floride. Au programme, du jardinage de récifs coralliens. Le but, reconstruire branche après branche les récifs en péril, affectés par le changement climatique. Des récifs qui jouent un rôle crucial pour la biodiversité marine. Les coraux sont en déclin dans le sud de la Floride. Il y en a beaucoup moins qu'à une époque. Et grâce à cette super initiative, on redonne la vie à ces récifs. Une fois découpée, l'extrémité d'une branche de corail est fixée à cet arbre artificiel, sorte de pépinière des mers où le corail peut se développer à l'abri des prédateurs. En 10 ans, de nombreux sites tels que celui-ci ont vu le jour, une façon économique et efficace de cultiver les coraux, selon certains experts. Nous cultivons des coraux dans nos pépinières pendant 6 à 12 mois. Une fois qu'ils atteignent une certaine taille, nous pouvons les fragmenter. On amène certaines parties au laboratoire et on laisse d'autres grandir. Donc c'est une source durable de restauration pour les coraux. Après un passage en laboratoire, ces fragments sont cloués au fond de l'océan, jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau s'attacher au récif. La surpêche, la surexploitation des fonds marins et les fortes intempéries sont d'autres grandes menaces pesant sur les récifs. Mais pour ce scientifique, les efforts de préservation commencent enfin à payer. Pendant les 5 premières années, on apprenait à manier les outils, mettre en place des méthodes, découvrir ce qui marchait et ce qui marchait moins bien. Maintenant, ces méthodes sont bien au point. On arrive à cultiver des milliers de coraux, à planter ces coraux sur les récifs, et donc écologiquement, ça fait une vraie différence. Des efforts essentiels, car en Floride et dans les Caraïbes, 50% des coraux ont déjà disparu. Ce camp a retrouvé comme un air de colonie de vacances. Il n'y a pas si longtemps, aux pires heures de la guerre dans l'est de l'Ukraine, les arrivées de réfugiés se faisaient à flux tendu. Mais pour les réfugiés actuels, comme pour ceux de l'année dernière, une seule chose compte vraiment. Ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous. Mon âme me fait mal. Travailler toute sa vie, construire sa vie et terminer comme ça maintenant. Je ne sais pas dans quel état sont nos appartements, ce qui reste, et quelle est la situation là-bas. Peut-être qu'il ne reste plus rien. Galina est arrivée dans ce camp en janvier avec 5 autres membres de sa famille. À la retraite et sans ressources, cette ancienne institutrice rêve de rentrer chez elle, mais les combats quotidiens qui se poursuivent près de Donetsk rendent la situation trop risquée. Plus de 110 000 personnes ont été accueillies dans ce territoire de la région de Rostov-sur-le-Don, niché au bord de la mer d'Azov. La quasi-totalité des réfugiés est aujourd'hui rentrée en Ukraine, d'autres ne le peuvent toujours pas. En ce moment, il y a 240 personnes dans le camp, surtout des personnes âgées et des mères avec leurs enfants. Ce sont eux qui veulent vraiment rentrer chez eux. Ceux qui voulaient s'installer en Russie et commencer une nouvelle vie sont déjà partis. Marina et ses 3 enfants, qu'elle élève seule, ont débarqué dans ce camp il y a 4 mois. Sa ville, Lugansk, a été reprise par les forces ukrainiennes l'été dernier. Aujourd'hui, il n'y a plus de combat. Pour autant, elle ne peut pas rentrer, craignant la réaction des habitants. Comme l'Ukraine dit que c'est la Russie qui nous a attaqués, ce qui n'est pas vrai, et comme je me suis réfugiée en Russie, cela veut dire que je suis considérée comme une ennemie du peuple. Roman Bobrovikov, lui, a décidé de refaire sa vie en Russie. Cet ancien patron d'une entreprise de volailles du Donbass n'attend plus rien de son ancien pays. Qu'est-ce que je peux attendre de l'Ukraine?
Une retraite? Aujourd'hui, mes parents ne touchent pas à leur retraite. Et pour moi, c'est pareil. Je n'ai aucune raison d'espérer qu'on me verse une retraite un jour en Ukraine. 260 000 réfugiés ukrainiens sont aujourd'hui installés en Russie, du Caucase à Vladivostok. Malgré les envies de retour, la situation de ces quelques centaines de personnes toujours dans les camps est incertaine. Une situation bien moins temporaire que ce qu'ils imaginaient en arrivant ici.